mon père était ouvrier. Il était dans le milieu de la fourrure, sans être fourreur. Lui, il était plutôt tanneur, hein, donc il s'occupait de la préparation des peaux. Et il a évolué dans ce métier-là. Et je veux dire qu'on n'a pas été privé de tout. Hein, on était en bonne santé. C'était une famille de 4 gosses quand même. Mais on vivait très 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 simplement. Ma mère ne travaillait pas, elle s'occupait de ses enfants et de son ménage. On n'était pas du tout en relation avec le milieu juif, bien qu'ils avaient des amis, hein, d'origine juive. Et que comme tout juif ou comme tout chrétien, sans pour ça suivre les préceptes et la religion, quand ce sont les grandes fêtes, tout le monde pratique. Hein. Donc, quand il y avait les grandes fêtes, eh bien, on le pratiquait aussi, mais il n'allait pas à la synagogue, en fait. Hein. Donc, il n'était pas du tout religieux, au contraire, il était même très socialisant. C'est que quand il y avait des fêtes du Parti socialiste à la maison des 8 heures, celle qui a été démolie, en fait, hein, le fameux bâtiment Horta. Eh bien, moi, tout gosse, j'allais là-bas, hein, j'étais même membre des jeunesses socialistes, en fait, hein, comme Faucon Rouge. Donc, je veux dire qu'on était tout à fait intégrés dans le milieu ouvrier belge, en fait. Alors, notre vie était une vie relativement simple. C'était l'école, on faisait nos devoirs par nous-mêmes, puisque nos parents ne savaient pas nous aider. Et puis, nous étions destinés à aider notre mère à la maison. Quand j'étais l'aîné, je faisais avec elle tout ce qu'une fille aurait dû faire de mon âge. Voilà. J'ai travaillé avec elle, j'ai nettoyé aussi bien le parquet que les escaliers, que la vaisselle, que sortir les plus petits, aller les promener, faire les courses, enfin, tout ce qu'une maman demandait à un gosse à l'époque, qu'elle n'ose plus demander maintenant à ses enfants. Enfin. C'était, je pense que c'était chez ma mère, elle faisait bien à manger. C'est pour ça que je te dis, j'ai encore des odeurs de cuisine, bien que ça fait maintenant peut-être une génération que je ne mange plus du tout de la cuisine juive, mais j'ai encore des odeurs de bonne cuisine de ma maman. Oui, ça c'était une des choses que je dois lui. Elle était excessivement méticuleuse, propre. Et on n'était pas riches, hein. On allait en colonie, on allait où ça, je sais qu'on prenait le tram vicinal à la place Roupe, tu vois le genre, et on partait en colonie de vacances, et on partait à je sais pas moi, à Genval ou un truc comme ça, hein. Là on faisait un camp, ça c'était nos vacances, donc. Et puis après, il y a eu la guerre. Bon, la guerre, c'est déjà un autre chapitre. Oui, quand il y a eu les premières rafles, donc, hein, dans notre quartier, donc à ce moment-là, on habitait rue Baudeghem, c'est toujours dans le quartier de la gare du Midi, donc. Hein. C'est pas vraiment du côté de la gare du Midi, je veux dire, c'est plutôt côté ville, mais c'est ce secteur-là. Et là, un jour, je crois que c'est en 42, oui, on apprend qu'il y a des rafles qui ont été faites à la rue, c'est les premières rafles. Et dans ces rafles, il y avait un de mes amis qui habitait 2 rues plus loin, quoi. Et avec qui je jouais aux échecs, et qui était à l'école avec moi, et qui avait un peu le même parcours que moi. Je veux dire que c'était d'origine juive aussi, mais c'était un bon osinique bruxellois, en fait. Hein, donc. Et là, ça fait réfléchir mon père. Et alors, il nous a dit, en 42, bien, il nous a rassemblés, il a dit, voilà, on va disparaître. Et du jour au lendemain, donc on n'avait déjà pas beaucoup de mobilier, puisqu'on n'était pas une famille très riche, donc c'était pas un gros problème. Je crois qu'on a mis tout ça sur une charrette à bras, et puis il nous a amenés, donc on habitait à la gare du Midi, et il nous a amenés à Ixelles, près du musée d'Ixelles. Et il y avait là, dans un bâtiment, il y avait un petit appartement de 2 pièces, je crois, ou 2 pièces, oui, c'était très, très petit.
On a mis ce que nous avions comme mobilier là-dedans. Moi, je dormais sur un divan. Il y avait donc mon jeune frère, ma sœur, et alors une chambre. Donc ma sœur dormait dans la chambre de mes parents, je crois, je sais pas. Donc on était là, un premier étage, dans un immeuble tout à fait anonyme. Et puis je faisais du patinage à glace, et donc là je faisais un peu de hockey sur glace, etc. Et il y avait des groupes de jeunes, on tournait, etc. Et puis bon, il y avait un groupe, j'ai sympathisé avec ce groupe, donc c'était un groupe constitué déjà. Et on m'aimait bien parce que j'étais très dynamique, et alors il y avait une des filles qui a mis le grappin sur moi, quoi. Hein, parce elle me trouvait bien, sympathique, mais à l'époque, être avec une fille, c'était très platonique. Hein, c'était... On se donnait la main, dans le groupe on était, ah oui, mais lui il est avec elle. Hein, donc, mais les sentiments se sont quand même approfondis, et elle était très possessive, très jalouse, donc je ne vais pas chercher plus loin non plus, enfin elle était une très jolie fille, donc j'étais comblé. Un beau jour, on m'appelle au bureau et on me remet un colis. Et c'était mon amie. Et elle a cherché à me voir, on leur a interdit de me voir bien sûr, mais alors elle a donné un colis de vivres, et elle m'a... Je crois qu'on ne pourrait pas correspondre, je n'ai pas eu de courrier d'elle en tout cas. Et là j'ai effectivement senti qu'il y avait un sentiment plus fort, une simple amitié entre nous. Et j'avais pris, dans tout ce que j'avais pris avec moi, j'avais pris une photo d'elle. Et j'ai gardé cette photo pendant tout mon voyage, tout mon séjour à Auschwitz. C'est la seule chose qui m'a rattaché à ma vie réelle, antérieure. Et j'ai toujours cette photo. Quand les portes tout d'un coup se sont ouvertes, ça a été relativement vite, dans le sens où tout criait autour de nous, vite, schnell, raus, et qu'on se regardait tous, et puis bon, on prenait nos bagages, et puis on disait oui, mais vous les laissez là, pousser, on se pousse le long du train. Alors, il y a une sorte d'hébétude, hein, parce que tu sais, quand tu sais pas ce que ce qu'on attend de toi, et toi tu sais pas où tu vas, et bien tu te poses des questions, mais ça va très très vite tout ça dans la tête. Moi j'étais poussé dans le dos constamment, j'étais avec mon père, mon jeune frère, et puis je voyais ma soeur et ma mère partir de l'autre côté, et c'est la dernière fois que j'ai vu ma mère. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui dire adieu ou quoi que ce soit, ou quoi. Parce qu'on te pousse en avant, on te pousse comme un bouton, un troupeau de moutons. Quand tu pousses un troupeau de moutons, il y en a pas un qui se retourne, il dit alors, pousse pas, hein, doucement. Hein. Donc, si tu veux, on est arrivé à un certain moment devant quelqu'un qui a dit toi à droite et toi à gauche, dans la ligne des hommes. Et alors, on a dit à mon jeune frère, toi à gauche. Et moi, je suis resté tout seul avec mon père. Et alors moi, un beau jour, il demande un menuisier. Et je lève le bras. Et on me prend. Je n'ai pas été menuisier, moi. Mais, à l'école 4, j'ai travaillé le bois. Donc je savais ce que c'était qu'une varlope, je savais que c'était un rabot, je savais ce que c'était que le bois, mais je n'étais pas un menuisier. Mais je savais quand même ce que c'était. Bon. Et alors, bon, on prend mon numéro, et... on me dit, voilà, faut aller dans tel bloc. Bon, j'allais dans tel bloc, hein, et puis je demande tel commando. Bon, alors on dit, c'est là. Alors je vais là-bas, et là, il y a le responsable du commando qui dit, ah, c'est toi de nouveau, c'est très bien, ça c'est ta couchette, tu dors là. Et voilà, maintenant j'étais inscrit dans un commando, ce qui veut dire que j'ai émergé au point de vue nourriture et travail, et il y avait mon capot.
qui s'occupait de moi à ce moment-là. Et en fait, c'était un commando de service pour les SS. Il y avait menuisier, plombier, électricien, enfin il y avait tous les corps de métier qui étaient là. Et comme autour du camp, il y avait les villas, il y avait les officiers qui étaient là avec leur famille, tous ceux qui vivaient là-bas autour, qui géraient tout cet immense camp. Quand ils avaient besoin d'ouvriers, c'était le commando spécial qui était là. Nous étions, le premier service de dépannage. C'était un petit commando. C'était le capot, c'était un Ukrainien, un grand gaillard, donc qui aimait son commando, mais qui était le patron de son commando. Et alors là, on m'a dit, bon, très bien, tu es menuisier, Tischler, très bien, voilà, fais ça. Alors là, ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui n'était pas du tout un menuisier. J'ai dit, oui, mais ça, j'ai pas appris. Il y avait un, c'était, je ne sais plus quelle nationalité, mais en tout cas, c'était pas du tout, c'était un des pays de l'Est. Il fabriquait des petites boîtes en bois, c'était très bien fait. C'était pour mettre des cigarettes, donc c'était des étuis à cigarettes en bois. Et ça, donc c'était leur petit commerce à côté, eux ils vendaient ça, mais tout le monde était intéressé à l'histoire. C'est-à-dire que le capot savait très bien que, parce qu'il fallait fournir le bois, etc. Donc il utilisait les machines qu'il y avait, etc. Donc il fabriquait des petites boîtes qui rentraient dans un circuit, plutôt qui sortaient du camp via un circuit spécial, qui arrivait sur le marché polonais ou quoi, etc. Et puis ça retournait vendu avec des papiers roses, parce que c'était la cigarette qui était quand même la monnaie courante dans le camp. Et alors je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des dessins sur les petites boîtes? Ce serait beaucoup plus beau. Alors ils m'ont regardé, tu sais faire des dessins? Je dis, ah oui, si vous me donnez de la bonne peinture, moi je te dis ça. Le capot est parti, il est revenu avec de la peinture, et j'ai fait des petits paysages à ce moment-là. Sur chaque petite boîte de papier rose, je lui donnais de la valeur ajoutée, comme on dit maintenant. Le dimanche, on était très très pris, sauf quand on rencontrait quelqu'un par hasard, mais autrement j'avais mon rendez-vous fixé avec mon père. Donc c'était quand même sentimentalement et affectivement et quelque chose qui me rattachait encore à ma vie antérieure. C'était la possibilité de voir mon père. Et de parler, de nous souvenir quand même, et je te dis, qu'il ait eu l'occasion de me dire les regrets qu'il avait eus, de ne pas m'avoir aidé plus dans mes aspirations. C'est des choses qui m'ont touché. On a rassemblé le commando, et puis alors mon capot m'a dit, voilà, il dit, ils vont évacuer le camp ce soir. C'est terminé, je ne sais pas du tout où on va, il faut essayer de rester groupé, voilà, venez tantôt, je vais vous distribuer du pain. Et alors on a eu un avantage, c'est que on a reçu tous les deux grands pains. Donc, alors là, ils ont commencé à pousser tout le monde. C'est vrai qu'il y en a qui se sont cachés, etc. Et chacun. Mais moi, j'étais poussé parce que j'essayais de retrouver encore mon père dans la colonne de marche. C'était en plein hiver. Et il y avait de la neige partout. Et je me souviens très très bien de cette marche parce que j'ai été puni par un excès de confort. Je m'étais tellement bien organisé que j'avais changé mes chaussures par des bottes, qui étaient aussi des bottes russes, toujours avec des semelles en bois, mais c'était des cuirs et puis du feutre. Donc j'étais protégé quand même, et puis comme en hiver on travaillait, donc j'étais bien au chaud dans mes bottes. Et puis quand j'ai commencé à faire la marche, ce sont des semelles de bois. Et le nombre, les milliers de pas qui écrasent la neige, etc., cette neige colle au bois. Et finalement, j'avais des boules de neige, et je marchais sur ces boules de neige, j'ai ce souvenir atroce de devoir, vraiment, ça me cassait les jambes, etc. Et on se traînait comme ça, et effectivement, on entendait derrière soi des coups de feu. Donc, et alors, les SS qui étaient à côté de nous, si on se couchait sur les bas-côtés du chemin et qu'on voulait rester là, ils achevaient tout le monde, en fait. Ça, c'était un fait. Mais j'ai plus retrouvé mon père, et on a marché comme ça jusqu'à Grossrosen.
Et là, on nous a mis dehors sur la place d'Appel. Et là, j'ai vu à ce moment-là ce que c'était déjà l'approche d'un autre camp par rapport à Auschwitz, en fait. Je me souviens de l'arrivée à Dachau, le wagon s'est ouvert et je crois qu'on est ressorti peut-être une trentaine debout, dont notre petit groupe de Français, mais debout, je veux dire, vivant. Et on nous a amenés dans un baraquement qui était une nouvelle quarantaine. Donc on recommençait tout à zéro. Et alors on nous a appelés, le groupe de Français, donc plus d'autres, et on nous a mis de nouveau dans un train. Mais là ça a été très très rapide. C'est que on nous a amenés de l'autre côté de Munich, dans un sous-camp de Dachau, dans la forêt noire. C'est Waldlager, Mühldorf-Waldlager. Et là, quand on est arrivé dans ce camp qui était dans la forêt, j'ai vraiment eu un choc. Parce qu'il n'y avait plus de baraques. Il n'y avait plus de blocs comme à Auschwitz ou à Grossroth. C'était des espèces de cabanes, mais qui étaient faites à moitié dans la terre. Ces espèces de baraquements enterrés étaient recouverts de neige. Et là, j'ai eu un premier gros problème. C'est que j'ai attrapé une dysenterie. Et une dysenterie très grave jusqu'au sang. Alors, le matin, on partait faire le boulot. Le midi, quand il faisait le repos pour manger la soupe aux choux qu'on recevait, on faisait brûler des petites branches d'arbres pour avoir du charbon de bois. Et j'avalais comme ça du charbon de bois pour essayer de stopper donc. Hein. Et le soir, les copains me ramenaient chacun en dessous des bras, me ramenaient comme ça au camp. On était peut-être quelques milliers, mais enfin, c'était pas un grand camp, c'était un sous-camp de travail. Et on partait tous les matins, donc à pied, vers le chantier, donc pour travailler. Donc on faisait ou bien une route, ou bien alors, mais ils construisaient. Donc là, je n'ai pas travaillé vraiment dans l'usine souterraine, ils construisaient des usines souterraines. On est resté, si tu veux, jusqu'au moment où on a vu les premiers Américains qui ont libéré le village. C'était le 1er mai. Et pour moi, c'est une date très importante aussi, parce que mon ami, auquel j'avais pensé pendant tout ce périple, elle était toujours restée avec moi, puisque j'avais gardé cette photo. Mon objectif, c'était de la revoir. Et c'est peut-être cette photo qui a fait que, justement, je n'oubliais même pas son visage, parce que, tu vois, je veux dire, parce que quand tu n'as plus du tout de personnalité, parce qu'on t'a tout à fait dépersonnalisé, puis c'était le système concentrationnaire, que tu n'aies plus aucune attache. Moi, j'avais encore ça.